dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police retrouve l'agresseur de William, Eve et Dimitri montent une agence de tentateurs. De son côté, Cécile demande Christophe en mariage et Arthur s'envole pour l'Uruguay. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 7 épisodes d'Un si grand soleil diffusés lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 décembre dans Un si grand soleil. La police retrouve l'agresseur de William à la ferme. Noémie reçoit un appel de Ludo qui vient prendre de ses nouvelles. En apprenant que les rapports entre l'agricultrice et Hakim sont tendus, le soigneur se dit désolé et assure qu'il ne voulait pas mettre son couple en péril. Immédiatement, Noémie l'arrête puis lui fait comprendre fermement que ces histoires ne le regardent pas. D'ailleurs, elle en profite pour lui dire que sa déclaration de l'autre jour l'a mise mal à l'aise. Pour mettre les choses au clair une fois pour toutes, la jeune femme explique qu'elle ne ressent plus rien pour lui avant d'ajouter qu'Hakim est le seul homme qu'elle aime. Au commissariat, Alex informe Manu qu'Elodie était bien dans un bar le soir de l'agression de son père et qu'elle avait rendez-vous avec une femme. Tandis que Manu peine à comprendre pourquoi elle leur a menti, Alex suppose qu'elle n'a pas fait son coming out tout simplement. Une hypothèse vite confirmée par Elodie en interrogatoire. De fait, elle est donc écartée de la liste des suspects. De son côté, Margot appelle Ludo afin de savoir où ils se retrouveront ce soir. Toujours amoureux de Noémie, ce dernier préfère se montrer honnête et indique que même si elle lui plaît beaucoup, il n'est pas disponible dans sa tête. Déçue, Margot accuse le coup. Par la suite, Hakim a réuni Noémie, Ludo et Bilal à la coloc. Bien qu'ils aient fait n'importe quoi, le policier a décidé de prendre le risque de les couvrir. Bien entendu, le jeune homme ne fait pas cela pour Ludo mais pour Bilal et Noémie qu'il refuse de laisser tomber. Touchée, Noémie demande à lui parler en privé. Après lui avoir dit combien elle regrettait de lui avoir menti, elle déclare qu'elle ne veut pas le perdre. Seulement, Hakim pense que quelque chose s'est cassé entre eux et n'est pas certain de pouvoir lui pardonner. Plus tard, Hakim confie à son frère que la situation est compliquée avec Noémie. Même s'il le comprend, Bilal tente malgré tout de lui dire que Noémie et Ludo ont agi pour la bonne cause. Malheureusement, Hakim est convaincu que le soigneur a toujours des sentiments pour sa compagne. Et il a vu juste puisque Ludo confirme peu après à Bilal qu'il est toujours amoureux de la jeune femme. Si au début, il a essayé qu'ils restent amis, Ludo a toujours espéré au fond de lui qu'ils se remettraient ensemble. Il a cherché à lutter mais il n'a pas pu résister. Toutefois, cette histoire lui a permis de comprendre qu'elle ne l'aimait plus. Malheureusement, Bilal lui reproche de tout détruire autour de lui. Plus tard, Christophe annonce une bonne nouvelle à Ludo puisque Lancelot est guéri. Ce dernier attend donc que la nuit soit tombée pour ramener le cheval dans son enclos. Le lendemain matin, Elodie prévient Noémie que Lancelot est revenu. Certaine qu'elle est à l'origine de ce miracle, Elodie l'invite à déjeuner en toute amitié. Ludo attend quant à lui Margot à la sortie du cabinet puis lui offre une fleur qu'il a ramassée sur le chemin avant qu'ils partent ensemble observer des animaux dans la nature. Pendant leur balade, Margot lance qu'elle est une femme très patiente, ce qui fait sourire Ludo.
De leur côté, Manu, Alex et le commissaire Becker font le point sur l'enquête et continuent de soupçonner Noémie. D'ailleurs, ils ont bien l'intention de creuser cette piste, ce qui n'a pas échappé aux oreilles d'Hakim qui attend que Manu quitte son bureau pour aller fouiller dans son dossier. Malheureusement, il se fait pincer par son collègue. Non loin de là, William sort du coma pour le plus grand bonheur d'Élodie. Pour sa part, Hakim craint que le témoignage de William incrimine Noémie. C'est pourquoi il décide d'interroger Élodie afin de savoir si son père a eu des soucis avec ses proches. La jeune femme se souvient alors que William a rencontré quelques problèmes avec certains de ses employés par le passé. Après qu'Élodie lui a remis la liste de ses employés et que Noémie a constaté que Francis n'apparaît pas dessus, le policier décide de creuser cette piste. Dans le même temps, la police débarque pour interroger William. Malheureusement, il n'a aucun souvenir hormis le fait de s'être disputé avec sa fille. Lorsque le capitaine Léonie évoque la disparition de Lancelot, William esquive le sujet en demandant à se reposer. En parallèle, Hakim rencontre Francis et lui fait croire qu'il doit interroger tous les employés de William dans le cadre de l'enquête. L'agriculteur affirme alors qu'il n'a aucun problème avec son employeur. Cependant, le policier a découvert que Francis travaillait sans être déclaré, ce qui lui met la puce à l'oreille. Il pousse donc ensuite Manu à explorer cette piste. Dans l'enclos de Lancelot, les enquêteurs procèdent à quelques prélèvements et découvrent une empreinte sur le licol du cheval. En attendant les résultats du laboratoire, le capitaine Léonie décide de creuser la piste d'Hakim. Il se rend donc à l'hôpital pour poser quelques questions à William sur Francis. L'agriculteur avoue qu'il a arrêté de déclarer son employé depuis 3 ans car il ne pouvait plus payer ses cotisations. À cause de cela, Francis ne pourra donc pas prendre sa retraite comme il espérait. En colère, Élodie fait la morale à son père mais ce dernier lui répond que ce ne sont pas ses affaires. Très vite, il change ensuite de sujet en évoquant son homosexualité. Comme il suggère une fois de plus de l'emmener dans une thérapie de conversion, Élodie rétorque qu'être lesbienne n'est pas une maladie. Francis est quant à lui convoqué au commissariat et finit par avouer que c'est lui qui a frappé William. En effet, en découvrant par sa caisse de retraite qu'il n'était plus déclaré depuis 3 ans, il s'est senti trahi et l'a alors assommé. Eve et Dimitri montent une agence de tentative au retrait intriguée par les poèmes scandinaves dont elle lui a parlé. Rudy appelle Eve pour convenir d'un rendez-vous dans la soirée pour discuter du sujet. Évidemment, Claudine est ravie que sa nouvelle tentatrice soit parvenue à obtenir une entrevue aussi rapidement. Elle lui rappelle toutefois que l'idée n'est pas d'aller jusqu'au bout mais d'entretenir une correspondance amoureuse pour que Rudy lâche quelques informations compromettantes. Plus tard, Eve rejoint Rudy dans un café et ils discutent de mythologie scandinave pour le plus grand bonheur du notaire. Complètement sous le charme, il aimerait beaucoup revoir Eve si elle est d'accord. Après avoir prétendu devoir s'absenter quelques jours pour le salon du livre de Montreux, elle lui propose de continuer à correspondre par mail pour faire plus ample connaissance. Ce qu'il accepte. Par la suite, Eve et Rudy échangent de nombreux mails où ils parlent essentiellement de littérature. Une fois qu'ils ont laissé passer quelques jours, Rudy et Eve se retrouvent pour dîner.
et autant dire qu'Ève a mis le paquet pour le séduire. Cependant, lorsqu'elle voit Mo arriver dans le restaurant, elle fait mine d'aller aux toilettes puis s'en va en courant pour ne pas griller sa couverture. Dimitri, qui ne la lâche d'une semelle depuis le début de cette mission, la suit immédiatement. Quand Rudy l'appelle, Ève ne répond pas. Pour justifier son départ précipité, cette dernière lui envoie un mail dans lequel elle lui fait croire qu'elle a pris la fuite car elle commence à avoir des sentiments pour lui. Valentine est quant à elle fatiguée de se battre et se demande si elle ne devrait pas accepter la proposition de son mari. Claudine suggère alors de laisser Maître Levard penser qu'elle est prête à négocier pour qu'elle ait du temps pour réfléchir. Bien entendu, la partie adverse tombe dans le panneau puisque l'avocat est convaincu que Valentine finira par céder en signant l'accord initial. Dans un café, Rudy rejoint Ève avec un joli bouquet de fleurs. Totalement sous son charme, il commence à avoir des sentiments pour elle. Comme son divorce prend une bonne tournure, Rudy se sent libre d'avancer avec elle et se laisse aller à quelques confidences. Au moment où il se montre tactile, Ève le freine et lance qu'elle veut prendre son temps. Tandis qu'Ève rentre tard chez elle, Manu lui fait remarquer qu'elle travaille beaucoup pour quelqu'un qui est censé être en vacances. Ève prétend alors qu'elle profite de son temps libre pour donner des cours particuliers. Inquiet pour elle, il l'enjoint à se ménager. Par la suite, Ève est contrariée car elle sait que Rudy attend beaucoup plus d'elle. C'est pourquoi elle se confie à Claudine qui lui conseille de créer un peu d'intimité pour le pousser à se livrer. Selon elle, elle parviendra à obtenir ce dont elles ont besoin sans avoir à coucher avec lui. Plus tard, après une balade à vélo avec Rudy, Ève l'incite à lui parler de son divorce. Sans savoir qu'il est enregistré, il explique qu'il a pris ses précautions afin d'éviter que sa femme ne le dépouille. Pour ce faire, il a utilisé des méthodes comptables astucieuses en faisant en sorte que les revenus de son étude soient le plus bas possible l'année de référence du divorce. En d'autres termes, il a bidouillé ses comptes pour faire croire qu'il n'avait pas d'argent et en donner le moins possible à son ex. Grâce à ces informations, Claudine va pouvoir faire plier la partie adverse sans passer par la case tribunal. Comme ils ont fait un super bon boulot, l'avocate conseille à Ève et Dimitri de monter leur propre agence. Elle est même prête à les aider financièrement pour lancer cette structure. Une idée qui les emballe beaucoup, d'autant plus que ce serait le moyen idéal de régler leurs soucis financiers. Peu après, Claudine reçoit Serge dans son cabinet puis lui fait écouter l'enregistrement. Bien que cet audio ne soit pas un élément recevable devant un tribunal, Maître Levard n'a pas d'autre choix que de céder. Claudine obtient donc un accord qui va rapporter beaucoup d'argent à sa cliente. Et sur les 250 000 € de plus que ce qu'elle espérait obtenir pour Valentine, Claudine touchera 10%. Un joli pactole. Heureux, Dimitri rentre chez lui et rapporte la bonne nouvelle à Sabine. Malheureusement, celle-ci s'agace de voir que sa mère sème une fois de plus la zizanie dans leur couple. Sacrément remontée, elle appelle Claudine et l'accable de reproches. En effet, elle lui en veut terriblement d'avoir conseillé à Ève et Dimitri de monter une agence de tentateurs. Selon elle, c'est un plan pervers.
Avec agacement, Claudine lui signale alors que cette agence leur permettra de boucler leur fin de mois. En apprenant qu'Ève l'a piégé, Rudy a bien l'intention de tout mettre en œuvre pour le lui faire payer. En se rendant au commissariat pour porter plainte, les policiers lui annoncent cependant qu'ils ne peuvent rien faire pour lui. En parallèle, Ève et Dimitri rencontrent Claudine et lui indiquent qu'ils ont décidé de monter une agence de tentateurs. L'avocate est prête à investir dans leur agence à condition de détenir 40% des parts. Ève et Dimitri acceptent. Cécile demande Christophe en mariage, ne supportant pas l'idée de déménager, Achille a fugué. Bien qu'il ait laissé un mot pour expliquer que ce n'était pas la peine de le rechercher, Christophe, qui est vivement inquiet, part à sa recherche mais sans succès. Tandis que Christophe culpabilise, Cécile tente de le rassurer. Cette dernière, qui est tout aussi inquiète, lui fait malgré tout comprendre qu'ils doivent garder la tête froide et promet qu'ils vont finir par le retrouver. Plus tard, Christophe reçoit un message vocal d'Achille qui assure que tout va bien et l'enjoint à ne pas s'inquiéter. En réécoutant le message, Cécile entend le signal d'un passage à niveau et Christophe se souvient alors d'avoir emmené Achille sur un parcours de BMX à proximité d'une voie ferrée. Sans attendre, le couple se rend sur place et tombe sur l'adolescent. Soulagé, Christophe saisit cette opportunité pour lui dire qu'il n'a aucune envie qu'il parte à Lyon. Le considérant comme un fils, il jure qu'il ne l'abandonnera jamais parce qu'il l'aime beaucoup trop pour ça. Christophe raccompagne ensuite Achille chez lui et essaie de faire comprendre à Sylvain que l'adolescent vit ce déménagement comme un véritable drame. Bien qu'il ait sous-estimé la situation, Sylvain ne peut malheureusement pas renoncer à sa mutation et craint que la situation dégénère dans les jours à venir. En parallèle, Cécile s'est rendue compte qu'elle est attachée à Achille. Si elle pensait avoir tourné la page sur son envie d'avoir un enfant, elle réalise que son désir de maternité est toujours présent. De plus, en voyant Achille et Christophe se tomber dans les bras, elle a eu l'impression qu'ils formaient une vraie famille. Désormais, Cécile sait que sa seule solution est d'adopter Achille. Pour que la procédure aboutisse, Christophe et Cécile vont devoir se marier. Et la juge Alphand a pensé à tout. Après avoir recouvert le sol de la maison de pétales de rose, elle fait une belle déclaration à l'homme qu'elle aime avant de le demander en mariage. Très ému, Christophe accepte. Un moment de pur bonheur pour le couple. Sur un petit nuage, Cécile annonce la bonne nouvelle à Margot qui se dit très heureuse pour elle. Quelques jours plus tard, Cécile annonce à Christophe qu'ils vont pouvoir se marier dans 4 semaines. Christophe est tellement heureux, qu'il saute habillé dans la piscine. Avant de commencer les démarches d'adoption, Christophe met Sylvain dans la confidence. Ce dernier lui donne immédiatement sa bénédiction puisque cette adoption ne fera qu'officialiser ce qui existe entre eux. Selon lui, ils forment une famille depuis très longtemps. Lors d'une partie de basket avec Achille, Christophe lui annonce alors que lui et Cécile ont l'intention de l'adopter. Dire qu'Achille est fou de joie est un euphémisme. Plus tard, Achille, Margot, Cécile et Christophe se réunissent pour faire le sapin de Noël. L'occasion pour eux de trinquer avec émotion à leur toute nouvelle famille.
Arthur s'envole pour l'Uruguay. Arthur est malheureux et peine à se remettre de sa rupture avec Jennifer. C'est pourquoi, il décide de lui rendre une petite visite à l'hôpital afin de lui présenter ses excuses. Seulement, la jeune femme n'en a rien à faire de ses états d'âme et lui reproche d'avoir été lâche et immature. Même s'il a encore des sentiments pour elle, Jennifer n'a pas l'intention de lui accorder une seconde chance et déclare qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Au plus mal, le jeune homme décide de faire l'école buissonnière malgré son examen de génétique. Il se rend alors au 101 où il se confie à Dylan qui l'encourage à faire un break en partant quelque part afin de revenir sur de bonnes bases. De son côté, Boris reproche à sa sœur d'avoir joué avec les sentiments d'Arthur mais cette dernière s'en moque royalement. De retour chez lui, Arthur annonce à sa grand-mère qu'il veut rejoindre son père en Uruguay pour les fêtes de Noël. Comme un tel déplacement est très compliqué à organiser en si peu de temps, Elisabeth promet de l'envoyer là-bas cet été. Seulement, Arthur éprouve le besoin de le voir maintenant. Énervé, il quitte la maison, prend sa voiture et roule à vive allure sur l'autoroute. Flashé à 136 km/h au lieu de 80, Arthur perd tous ses points et devra attendre 6 mois pour repasser son permis. Prévenue par la police, Elisabeth débarque au commissariat pour récupérer son petit-fils. Après lui avoir fait la morale, elle lui rappelle qu'elle est là pour lui puis promet que tout finira par entrer dans l'ordre. Le lendemain matin, Elisabeth annonce à Arthur qu'il va pouvoir rejoindre son père pour les fêtes. Fou de joie, il la remercie puis rejoint Dylan pour lui raconter la bonne nouvelle. Par la suite, il appelle Jennifer et l'informe qu'il part en vacances 2 semaines pour changer d'air. Bien que leur rapport soit toujours aussi tendu, la jeune femme espère que cette petite escapade lui fera du bien. Et d'ajouter que si un jour elle parvient à lui pardonner, ils ne reviendront pas plus que des amis. Une fois qu'elle a enjoint à prendre soin de lui, elle raccroche. Plus tard, Arthur finit de préparer ses valises puis dit au revoir à Alain et sa grand-mère avant de prendre l'avion pour l'Uruguay.